Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Rencontre fraternelle et cordiale en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur Laurent Gbagbo ce mardi 27 juillet au palais présidentiel d'Abidjan. Une première 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Face à la crise tunisienne qui s'enlise, le parti Ennahda appelle au dialogue. La principale formation politique du Parlement tunisien se dit prête à la tenue d'élections anticipées et appelle le président Kais Saied à revoir ses décisions. Et l'Afrique a subi le contre-coup économique de la pandémie de Covid-19. Pour assurer la relance économique du continent, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a décidé d'organiser une série d'entretiens dénommés Africa Recovery Talk. Mais tout d'abord, la justice française confirme la condamnation en appel du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué. La Cour de cassation a rejeté ce mercredi 28 juillet le recours déposé par le fils du président équato-guinéen qui contestait sa condamnation en France pour détournement de fonds publics dans son pays. Sa défense estimant que la justice française n'était pas à même de se prononcer sur des délits commis en Guinée équatoriale. Ce dernier devra donc s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros. Il écope aussi de 3 ans de prison avec sursis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et de détournement d'argent public. La rencontre qualifiée d'historique a eu lieu en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi 27 juillet son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel d'Abidjan. Une rencontre chargée de symboles, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Au menu, sourire, accolade et plaidoyer pour la réconciliation. Retour sur cette rencontre avec Corinne Eoné. Après le retour de Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 dans son pays, ce premier face-à-face avec son ancien rival, le président Alassane Ouattara, est un second signe d'apaisement de la vie politique en Côte d'Ivoire. Pour l'ex-chef d'État, cela doit se poursuivre avec la libération de tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale 2010-2011. Il a bien souligné ce 27 juillet lors du point de presse au palais présidentiel d'Abidjan. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Malgré les violences de la période de la crise post-électorale et l'exil forcé de 10 ans de Laurent Gbagbo, le mot réconciliation est évoqué par les deux camps depuis son retour en Côte d'Ivoire. Du côté du gouvernement, c'est un impératif, d'où l'annulation de la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant les événements de 2010-2011. Je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Ce 27 juillet, ces deux hommes d'État ont surtout voulu donner l'image d'une Côte d'Ivoire fraternelle, à l'image de cette poignée de main, ces sourires presque complices, symbole d'une réconciliation historique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a perdu des milliers de vies au nom des clivages politiques. D'autres rencontres du genre ont été annoncées par le président Ouattara.
En Tunisie, le parti Ennahda appelle le président Kais Saied à revenir sur ses décisions. La principale formation politique du Parlement propose au chef de l'État d'annuler les mesures prises le 26 juillet et de convoquer de nouvelles élections législatives et présidentielles anticipées pour assurer un retour au calme dans le pays. Le point avec Nathalie Mo. Changement de discours du parti tunisien Ennahda après plus de 24 heures de manifestation devant le Parlement. Dans un communiqué publié ce 27 juillet 2021, Ennahda a appelé au dialogue pour résoudre la crise politique dans le pays. Rappelons que de violentes manifestations embrasent les rues de Tunis depuis le 26 juillet en raison de la suspension pour un mois des activités du Parlement par le président Kais Saied. Le mouvement Ennahda a en réalité réalisé qu'elle est détestée en profondeur dans la société. Le mouvement, par son instinct de conservation, a réalisé le danger de s'opposer. Le communiqué d'Ennahda, un geste d'apaisement doublé d'un appel à la fin des manifestations adressées à ses partisans. Cependant, le parti continue de considérer la décision du président Saied de suspendre le Parlement et de limoger le Premier ministre comme inconstitutionnelle, mais propose une démarche plus conciliante. Ennahda invite le président Saied à annuler ces mesures et à convoquer de nouvelles élections législatives et présidentielles. Même si on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines, au-delà des délais d'un mois, puisque le président de la République s'octroie avec le gouvernement qu'il va nommer les moyens de pouvoir prévoir cette sortie de crise par, à l'évidence, de nouvelles élections. Mais on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, puisque c'est véritablement un cas absolument nouveau qui s'oppose au pays. Et donc, l'incertitude est totale. Pour l'instant, la majorité des partis politiques ont critiqué la décision du président Saied comme étant inconstitutionnelle, y compris la coalition Ennahda, Karamar Coalition et Kalb Tounes. Cependant, l'effort de désescalade entrepris par le parti Ennahda se présente comme une réponse aux exhortations de l'Union africaine et celles des pays voisins de la Tunisie, à l'instar de l'Algérie, pour un retour au calme. C'est une information qui vient d'être confirmée en Tunisie. Les partis Ennahda et Kalb Tounes ainsi que l'association Aïch Tounsi font l'objet d'une enquête depuis le 14 juillet. Une enquête sur des accusations de réception de financement étranger lors de la campagne électorale des élections législatives de 2019. Toutes les parties concernées démentent ces allégations. Notons que l'ouverture de cette enquête, qui n'avait pas été annoncée auparavant, coïncide avec les décisions prises le 25 juillet par le président tunisien Kais Saied de geler les pouvoirs du Parlement pour 30 jours, de lever l'immunité de tous les députés et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi. L'obligation de visa entre le Kenya et le Sud-Soudan est désormais abolie pour les ressortissants des deux pays. Cette décision a été rendue publique le 26 juillet via un communiqué. Cette mesure intervient dans le cadre de la dernière initiative visant à renforcer l'intégration sous-régionale. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Ce 26 juillet 2021, le Kenya et le Soudan du Sud ont annoncé la fin des exigences de visa pour leurs ressortissants visitant l'un des deux pays. Cette décision implique que les Sud-Soudanais voyageant au Kenya et vice-versa auront le droit d'entrer gratuitement à condition d'être munis d'un passeport valide et de remplir les autres conditions de santé pour les voyageurs. Cela constitue une avancée notable dans le cadre de la libre circulation des biens et services dans cette partie de l'Afrique. Faut-il déjà rappeler que des 5 zones de notre espace continental, l'Afrique de l'Est constitue la zone la moins intégrée en tant que telle, liée notamment à des politiques d'austérité conduites par certains États, liées parfois à des questions sécuritaires, notamment l'insurrection sécuritaire avec le mouvement Al-Shabaab en Somalie. Donc une telle mesure va permettre alors de renforcer l'intégration dans cette partie du continent qui reste l'une des parties les moins intégrées en tant que telle. Donc il faut saluer ces décisions des autorités sud-soudanaises et kenyanes.
D'après les deux pays, cette décision est conforme au traité établissant le protocole du marché commun de la Communauté de l'Afrique de l'Est, un accord prévoyant la libre circulation de la main-d'œuvre et des personnes des États membres. D'après le secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya, Macharia Kamo, la prochaine étape sera de signer un accord de travail qui accordera des privilèges spécifiques aux expatriés. Au-delà des aspects diplomatiques, il faut prendre en compte certaines composantes économiques. Le Sud-Soudan est un État qui est en pleine construction, avec un potentiel géologique et des ressources naturelles très immenses. Le Kenya a donc besoin alors d'un tel accord diplomatique pour pouvoir davantage alors exporter son expertise vers le sud du Soudan en tant que tel. Faut-il par ailleurs aussi rappeler que culturellement, le Kenya reste très proche du sud du Soudan en raison des similitudes communautaires entre les populations qui vivent de part et d'autre de ces frontières. Et au Kenya, notamment à Nairobi, vous avez une forte diaspora sud-soudanaise. Selon le secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya, cette décision est conforme au protocole d'intégration existant au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est. Par ailleurs, cette dépense de visa pour les citoyens de la République du Soudan du Sud a immédiatement pris effet le 26 juillet après sa publication via un communiqué officiel. Rappelons que l'EAC comprend le Kenya, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Les pays africains doivent penser à une réaction rapide pour atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19, mais ces réponses ont un coût. C'est justement pour approfondir cette réflexion que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise des entretiens sous le nom Africa Recovery Talk. Plus de détails avec Nathalie Mo. Brainstorming au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en vue d'une relance économique durable du continent africain. L'Afrique doit passer le cap de la simple riposte contre le Covid-19 pour sortir le continent de sa première récession économique en 25 ans, conséquence majeure de la violence de la pandémie de Covid-19. Il est tout de même à féliciter que la crise a démontré la capacité des pays africains à faire preuve de bonne gouvernance sanitaire à l'échelle régionale. Dans mes rêves, j'espère que cette forme de gouvernance soit dédiée à l'essor de l'Afrique après cette pandémie. Imaginez un instant que nous ayons une approche continentale pour la valorisation de notre économie. L'Afrique regorge d'importantes ressources capables d'impulser son développement en marge de la crise sanitaire. Sur le plan humain, les femmes et les jeunes sont des leviers sur lesquels les investissements en faveur du développement peuvent être dirigés. Autre voie possible pour le relèvement économique de l'Afrique, accroître l'attractivité des industries et du secteur privé. Nous pouvons voir à travers l'Afrique des efforts visant à mettre en avant la richesse du continent et nous savons à quel point ce continent est riche. Les femmes et les jeunes sont particulièrement dynamiques. Ils créent des emplois et des opportunités en vue de continuer d'investir dans leur pays. Les investissements consentis par des Africains sont de plus en plus importants et nous devons rendre le climat des affaires favorable aux investisseurs africains. C'est important pour la création des emplois et la valorisation de notre savoir-faire. Je puis vous garantir que nous avons un grand marché qui n'attend que ça. Pour relancer son économie, l'Afrique doit également augmenter la couverture vaccinale contre le Covid-19. Environ 4% de la population est vaccinée pour le moment, avec pour conséquence le maintien de mesures restrictives sévères dans plusieurs pays. Le continent doit relever le défi de l'autosuffisance en vaccins en créant des laboratoires de recherche au niveau local. Il restera toutefois de régler la question de la protection de la propriété intellectuelle des innovations scientifiques envisagées. Les autorités portuaires de la principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun, à savoir la place de Douala-Bonabéry, vient de baisser. Les prix de pesage des marchandises au bénéfice de la Centrafrique et du Tchad. Cette baisse est de l'ordre de 25% et a pour but de soutenir les opérateurs économiques. Le point avec Mildred Diamo.
Plan de soutien aux opérateurs économiques du Tchad et de la République centrafricaine. L'autorité portuaire de Douala-Bonabéry, principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun, a baissé de 25% les prix de pesage des marchandises à destination et en provenance de la Centrafrique et du Tchad. Le tarif de pesage des marchandises en direction des deux pays passe désormais de 330 francs CFA par tonne à 250 francs CFA par tonne hors taxe. Le public et les clients du port de Douala sont informés que dans le cadre de l'offre des services compétitifs aux pays voisins et amis, le port autonome de Douala accorde un tarif préférentiel du pesage de 250 francs par tonne hors taxe aux marchandises en transit à destination et en provenance du Tchad et de la République centrafricaine via le port de Douala. Cette mesure va alléger les charges des opérateurs économiques qui se plaignent depuis fin 2020 de la hausse des tarifs du transport de 50% sur le corridor Douala-N'Djamena qui permet d'approvisionner la capitale tchadienne à partir du port de Douala. Ce flux de marchandises en aller et retour nécessite que les frais de passage portuaires soient quand même avantageux ou compétitifs vis-à-vis des différents opérateurs. Sinon, lorsque ces frais de passage portuaires ne sont pas compétitifs, alors vous allez voir des opérateurs, importateurs et exportateurs comme ça qui vont importer ou exporter leurs marchandises à partir des plateformes portuaires comme le port de Lomé ou alors à partir des plateformes portuaires comme le port de Tema parce que en réalité, les frais de passage portuaires, ma foi, dans ces ports sont beaucoup plus avantageux et compétitifs. En 2020, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun avait décidé de revaloriser les tarifs du transport des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena. Ce tarif est ainsi passé de 2,2 millions de francs CFA à 3,3 millions de francs CFA par camion, ce qui correspond à une hausse de 1,1 million de francs CFA, soit 50% en valeur relative. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.